Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. François-Xavier, est-ce que vous voulez vous extraire du pilier qui vous masque? Alors, je ne sais pas, vous ne m'avez pas répondu. Vous voulez rester debout ou vous êtes plutôt à l'aise assis? Ça a un peu changé. Assis? Non, debout, vous aimez bien. Alors, vous aviez fait un tabac il y a 2 ans. Je raconte l'anecdote, pardon, pour ceux qui le connaissent. J'avais avoué mon inculture et en août 2016, je n'avais pas encore lu de Bellamy. J'ai lu depuis, évidemment, Les Déshérités. Et je vous ai appelé en plein mois d'août, au risque de vous déranger, grâce à quelqu'un qui m'avait dit qu'il faudrait faire venir François-Xavier Bellamy. Effectivement, cette personne avait raison. Vous avez fait ce qu'on appelle un tabac, en nous parlant avec le regard du philosophe qui a cette ouverture sur le temps et ce recul. Et puis, lorsqu'on s'est revus récemment avec Gilles Baillon de la Tour, vous nous avez dit « Tiens, mon prochain ouvrage va s'appeler Demeure ». Alors, il y a peut-être un lien entre les deux, vous allez nous l'expliquer, ça va nous faire plaisir, sans doute. Je vous avais écrit des tas de choses, mais je vais pas les lire, mais il y a quand même une phrase que vous écrivez en page 14 et que j'ai trouvée très belle. Vous citez Saint-Exupéry d'abord, et puis ensuite vous dites « On ne s'invente point de vieilles maisons de famille, on trouve à se reloger peut-être, mais ce qu'il faut de temps pour qu'un logement devienne demeure, cela, rien ne le remplace. » Moi, j'ai trouvé cette phrase, ça pourrait être la ligne, enfin la baseline de la demeure historique, c'est absolument extraordinaire. Voilà, donc je crois... Et puis vous aviez, alors oui, pardon, pour faire le lien également avec votre précédente intervention, vous aviez dit à ce moment-là, qu'est-ce qui relie, puisque c'était le thème de notre congrès de 2016, innovation et dynamisme à demeure historique. Donc c'est un peu, finalement, en écho, le thème de votre ouvrage, c'est finalement, est-ce que c'est pertinent de demeurer au sein d'un monde dont la clé est le mouvement permanent. Voilà. Donc je vous laisse la parole en vous remerciant encore infiniment de nous accorder tant de temps. Monsieur le Président, chers amis, d'abord, c'est moi qui vous remercie de votre accueil et du grand honneur que vous me faites en m'invitant une nouvelle fois parmi vous pour ce congrès de la demeure historique. Et je commencerai simplement en vous disant de tout cœur ma profonde reconnaissance parce qu'en effet, le rendez-vous que nous avions vécu il y a 2 ans n'a pas été indifférent pour moi. J'étais à l'époque déjà en train de mûrir ce qui est devenu ce livre que vous venez d'évoquer, auquel j'ai donné ce nom Demeure, nom qui n'est pas du tout étranger à l'échange que nous avions eu. De fait, ce mot me tenait à cœur depuis très longtemps. Il m'habitait profondément. Et à travers l'invitation que vous m'aviez faite, j'avais trouvé l'occasion miraculeuse de pouvoir méditer ce mot, méditer ce terme, ce que nous avions fait ensemble. Et ceci m'a permis de pousser auprès de mon éditeur l'idée de constituer ce livre sous ce nom de Demeure. Ça a été un débat homérique. Parce que mon éditeur, pour qui j'ai une amitié très chère, ne voulait pas de ce mot. C'était une forme de repoussoir pour lui. Il me disait « mais demeure, mais qu'est-ce que c'est ?» D'abord, tout le monde va vous traiter de demeurer, ce que j'avais fait sans beaucoup de politesse quand j'étais venu vous rencontrer. Et puis ensuite, on va vous prendre pour un poète incompréhensible. Non, il faut appeler votre livre « Éloge de l'immobilité » ou bien quelque chose de ce genre, et là, tout le monde comprendra mieux. Je tenais beaucoup à ce mot de demeure, et je tenterai de vous en donner quelques raisons au cours de cette rencontre. Mais vous m'avez demandé de réfléchir sur l'avenir de la demeure, et c'est le thème de votre congrès, sur la place de la demeure historique dans l'avenir. Et de fait, c'est ce que nous avions eu l'occasion de partager ensemble lorsque nous nous étions vus. Il semble que cette place ne soit pas du tout évidente. Vous m'avez écrit, Monsieur le Président, pour me présenter plus en détail le thème de ce congrès, et vous m'avez dit, avec un mot un peu désabusé, que nos responsables politiques s'occupent du patrimoine historique 2 jours par an à l'occasion des Journées du patrimoine, et que les 363 jours restants sont consacrés à l'oublier avec soin, temps pendant lequel vous êtes en première ligne pour tenter de sauver ce patrimoine et cet héritage dans une forme d'indifférence généralisée, et parfois même avec le sentiment d'une hostilité. Vous l'évoquiez à l'instant, cette hostilité dont on pourrait avoir le sentiment qu'elle sourd de nos territoires elles-mêmes, mais hostilité plus grande encore quand elle vient
de nos gouvernants, quand elle vient de notre État, qui semble résolu à paralyser ou à compliquer la tâche de ceux qui tentent concrètement, humblement, de tenir debout ces quelques pierres qui sont si mal comprises souvent de ceux qui nous gouvernent. Alors, quel avenir pour la demeure historique et quel avenir en particulier pour la demeure historique dans un monde qui, vous le disiez à l'instant, semble tout entier consacré à la passion du mouvement, à la fascination pour le changement. Après tout, ne sommes-nous pas entrés dans un monde de disruption ? N'y a-t-il pas autour de nous une fascination pour, dans le flux de la mondialisation, l'innovation, le changement, le mouvement, la transformation ? J'échangeais il y a quelques jours avec les représentants d'une très grande entreprise américaine que nous connaissons tous, un réseau social dont l'influence est aujourd'hui majeure, et qui me disait, en me parlant de cette question du mouvement, mais enfin, voyons, quand même, nous n'allons pas retourner au Moyen-Âge, avec un ton de condescendance radicale. Et nous étions juste au pied de la tour Saint-Jacques, en plein milieu du Paris médiéval, et je leur disais, mais est-ce que nous nous rendons compte de tout ce que nous devons au Moyen-Âge ? Est-ce que, en employant ces termes qui manifestent une forme de superbe à l'égard de notre passé, nous sommes capables de reconnaître ce que nous devons à notre passé ? Quelle place peut bien avoir ce qui demeure historique ? Quelle place peut bien avoir la demeure historique dans un monde qui ne cesse de changer, qui ne cesse de se transformer ? Il me semble que cette place est décisive, et pour au moins 3 raisons que je voudrais évoquer brièvement avec vous. Parce que c'est vrai, nous vivons dans un monde de mouvement, d'innovation, de changement, mais que ce monde de mouvement et d'innovation a besoin de ce qui demeure, d'une part parce que ce qui demeure est la condition de notre capacité d'habiter le monde et de notre rapport à l'espace qu'est ce monde dans lequel nous sommes, d'autre part parce que ce qui demeure est la condition pour pouvoir habiter ce monde dans sa temporalité et que la dimension historique de la demeure est ce qui nous inscrit dans une histoire. Et troisièmement, parce qu'enfin, dans l'expression de la demeure et dans la générosité que vous manifestez à l'égard de ce qu'il y a de gratuit dans la demeure historique, il y a quelque chose qui me paraît porter le témoignage le plus essentiel qui soit de l'humanité de l'homme. Et c'est sur ces 3 raisons que je voudrais revenir brièvement. La première de ces raisons est celle qui est liée à l'espace dans lequel nous sommes. Nous avons rêvé qu'à l'occasion de la mondialisation qui semblait devoir défaire toutes les barrières, toutes les limites, toutes les frontières, nous avons rêvé que le monde allait devenir un village global, c'est-à-dire un espace de circulation, un espace de flux, un espace de pure mobilité dans lequel rien ne s'interposerait au mouvement universel des biens et des personnes. Mouvement des biens et des personnes qui, de toute évidence, caractérise concrètement le monde dans lequel nous sommes. Jamais nous n'avons eu autant de moyens de déplacement à notre disposition. Jamais les marchandises que nous échangeons n'ont produit dans un tel volume et dans une telle importance des trajectoires infinies autour de notre planète. Jamais non plus nous n'avons consacré autant d'efforts à tenter de repousser les limites de ces déplacements pour aller toujours plus vite et surtout pour aller toujours plus loin. Et nous voyons actuellement qu'il est question d'installer des lignes régulières qui viendront desservir la distance entre la Terre et la Lune, et que peut-être demain, il est question d'aller jusqu'à la planète Mars que nous pourrions coloniser si notre pauvre Terre venait à devenir inutilisable. Bref, le monde dans lequel nous vivons est un monde de circulation, c'est un monde de mouvement, c'est un monde de mobilité, c'est un monde qui n'a que peu de considération pour ceux qui ne sont pas capables d'entrer dans la danse de la mondialisation et d'épouser ce flux perpétuel. Il y a quelques jours de cela, j'échangeais avec les responsables d'une université qui me disaient « Mais aujourd'hui, il est tout simplement impensable pour des étudiants de ne pas avoir passé au moins une partie de leurs études à l'étranger. Le fait de voyager est une injonction à laquelle nous sommes soumis. Nous ne devons pas demeurer quelque part, nous devons bouger, nous devons montrer notre dynamisme et notre ouverture en allant sans cesse au-delà de cet univers familier dans lequel nous sommes placés. Et nous avons rêvé que la mondialisation serait l'occasion de devenir précisément des errants, de devenir mobiles, essentiellement déplaçables. Nous avons rêvé qu'elle allait abolir toute inscription particulière dans des lieux particuliers. Au fond, il se réalise à travers ce rêve de la mondialisation, cette confrontation que le politicien essayiste David Goodhart a théorisée dans un livre qui s'appelle « The Road to Somewhere », confrontation qui oppose profondément, nous dit Goodhart, dans les sociétés occidentales, 2 types de populations. D'un côté, des élites
qui sont décrites par Goodhart comme étant dans le monde des anywhere, et de l'autre côté des classes populaires qui sont du monde des somewhere. Les anywhere sont ceux qui peuvent voir le monde de n'importe quel point de vue, ceux qui peuvent regarder le monde de n'importe quel endroit, ceux qui ne se ressentent pas comme étant liés à une attache particulière. Il y a quelques semaines, le responsable politique et intellectuel Raphaël Glucksmann, sur un plateau de télévision, expliquait, et cette formule lui a été beaucoup reprochée, mais j'ai trouvé pour ma part qu'il y avait là une forme d'aveu infiniment touchant dans sa sincérité. Il expliquait que, comme un intellectuel, comme un écrivain français, il se sentait beaucoup plus proche de tous les intellectuels, de toute la classe médiatique, politique, intellectuelle, new-yorkaise ou berlinoise, ou londonienne, ou madrilène, que des Français, de ses propres compatriotes qui vivaient tout près de lui, de l'autre côté d'une ligne de RER. Et c'est exactement le phénomène que décrit Goodhart. Et il me semble qu'il a d'ailleurs quelque chose à voir, de façon tout à fait concrète, avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans les tensions qui traversent notre société française. D'un côté, le monde de ceux qui nous dirigent, de ceux qui pensent, de ceux qui décrivent le monde, est caractérisé par cette fluidité, par cette mobilité, par ce dynamisme qui fait qu'au fond, nous sommes essentiellement en mouvement, que nous sommes ontologiquement en marche, pourrait-on dire, mais il ne s'agit pas là d'une forme particulière de sensibilité politique, il s'agit de la cristallisation de tout ce qu'il y a d'élite dans notre pays. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, par la force des choses, ne peuvent pas se déplacer parce que leur métier n'est pas délocalisable, parce que leur inscription sur un territoire déterminé est marquée par une forme de limite qu'ils ne peuvent pas soulever et qui sont l'objet d'une forme de colère de la part des élites, une colère qui s'exprime contre ceux qui ne bougent pas assez vite, qui ne changent pas assez, qui ne sont pas assez adaptables au monde mondialisé dans lequel nous nous trouvons. Les anywhere et les somewhere. David Goodhart ne reproche pas aux anywhere d'être des anywhere. Il leur reproche seulement de ne pas comprendre qu'il y a une autre vision du monde qu'il est important de prendre en compte, et que cette autre vision du monde est nécessaire pour reconstruire un véritable dialogue politique, pour reconstruire une véritable vision politique. Parce que derrière la vision du monde, qui est celle des anywhere, se joue en fait l'oubli d'une condition fondamentale de l'expérience humaine, une condition très mystérieuse et très étonnante si l'on veut bien y réfléchir, et qui est la nécessité d'habiter le monde, c'est-à-dire de l'habiter à partir d'un lieu qui nous soit familier. Contrairement à ce que nous avons cru trop longtemps, le monde ne peut pas être pour nous un village global, pour une raison très simple, c'est que nous sommes toujours d'un village particulier. Nous avons toujours un lien singulier avec un monde précis, ce monde dans lequel nous avons grandi, qui nous a formés, ce monde qui nous a permis de mûrir ce que nous sommes devenus. Et ce monde-là, avec lequel nous avons une attache essentielle, constitue la racine à laquelle nous demeurerons toujours essentiellement attachés. Ce qui est ici en jeu, c'est ce que Simone Weil appelait le premier des droits de l'âme, c'est-à-dire l'enracinement. L'homme participe au monde par un enracinement singulier. Dans ce mot d'enracinement, je vois une incompréhension possible, et qui sans doute a été très dommageable à l'idée d'enracinement. C'est que le mot enracinement fait référence par métaphore au végétal, et que pour le végétal, l'enracinement est l'occasion d'une forme de fixité définitive. Le végétal qui prend racine reste toujours sur le lieu où sa racine a poussé. Et la racine est à la fois la condition de sa vie et l'impossibilité de son déplacement. Nous ne sommes pas des végétaux. Et les racines que nous poussons dans la culture qui nous a formés ne nous obligent pas à rester toujours immobiles. Elle ne nous contraint pas à une forme de fixité. Mais enfin, c'est une certitude, elle polarise nécessairement pour nous le monde. Elle est non pas seulement la condition de la demeure, mais elle est, comme condition de la demeure, la condition de possibilité du voyage vers l'ailleurs. Comment pourrions-nous aller ailleurs si rien n'est pour nous un univers familier ? Comment pourrait-il encore y avoir quelque chose au dehors de notre monde connu si nous n'avons pas de monde connu? Comment pourrions-nous distinguer l'ici et le là-bas? Comment peut-il y avoir une expédition vers là-bas s'il n'y a pas d'abord d'ici? Et comment pouvons-nous accueillir l'autre chez nous si nous n'avons pas de chez nous? C'est l'immense paradoxe de cette vision du monde qui nous a conduit à considérer que la demeure devait être condamnée au motif de l'ouverture à l'autre. Mais comment peut-il y avoir ouverture à l'autre s'il n'y a pas de demeure?
Comment la vertu magnifique de l'hospitalité peut-elle se réaliser si nous n'avons pas 4 murs entre lesquels accueillir celui qui veut venir chez nous et que nous choisissons d'inviter ? Il y a là quelque chose qui me semble profondément antinomique, et cette contradiction vient du fait que nous avons profondément oublié cette condition essentielle de l'existence humaine, qui est le fait même d'habiter le monde. Bien sûr que le monde est, d'un pur point de vue physique, fait de mouvements et de déplacements. Bien sûr que, du point de vue de notre condition matérielle, nous sommes en perpétuelle itinérance. Notre Terre tourne autour du Soleil et au moment où je vous parle, vous ne croyez être immobile que parce que le fauteuil sur lequel vous êtes confortablement assis se déplace exactement à la même vitesse que vous au milieu de l'univers. Nous ne croyons être immobiles que parce que notre regard est incapable de s'ouvrir à la subtilité des changements qui caractérisent notre organisme chaque jour et chaque instant. Chaque jour de notre vie, des millions de cellules de nos corps meurent et des millions de cellules de nos corps naissent, et nous sommes en permanence en train de nous renouveler, et c'est cela que désigne le fait d'être vivant. Et tout cela est évident. Mais voilà, nous ne sommes pas que des atomes de matière, et nous ne sommes pas que des cellules vivantes. Nous sommes aussi une conscience active. Et cette conscience se rapporte au monde en ayant besoin d'installer des points fixes, d'installer des points de repère, et des points de repère singuliers, qui sont la condition de notre rapport au monde qui nous entoure. Depuis toujours, depuis que nous connaissons l'homme et que nous pouvons suivre sa trace, nous voyons qu'il est un grand besoin de l'existence humaine et qui est le besoin d'habiter le monde. Et que dans notre besoin d'habiter le monde, nous nous montrons immédiatement déjà très au-delà des simples besoins, des simples réquisites matériels de notre existence physique, des simples besoins biologiques de notre existence organique. Nous ne cherchons pas seulement à nous abriter dans le monde. Nous ne cherchons pas seulement à nous mettre à l'abri des prédateurs ou des intempéries. Nous avons besoin d'habiter le monde, c'est-à-dire de construire notre demeure. Et dans ce mot de demeure, il me semble qu'il y a déjà, et vous l'évoquiez, Monsieur le Président, en ouvrant cet échange, il me semble qu'il y a déjà une différence majeure avec la question du logement qui gouverne aujourd'hui nos politiques publiques. Le logement est précisément une caractérisation proprement physique. Le logement, c'est ce dans quoi un corps mobile vient se loger temporairement, un peu comme une balle de flipper lancée dans un flipper vient se loger ponctuellement dans un emplacement réservé à cet effet avant de repartir dans ce jeu du mouvement perpétuel. Mais l'homme n'a pas seulement besoin de se loger. Il n'a pas seulement besoin de loger temporairement son corps mobile entre deux déplacements. Il a profondément besoin d'habiter le monde. Il n'a pas seulement besoin d'un logement, il a un besoin essentiel de la demeure, par laquelle le monde prend un sens pour lui. Qu'est-ce que c'est pour nous que le monde ? Qu'est-ce qu'un monde vraiment humain ? Eh bien, un monde vraiment humain, c'est un lieu qui est fait d'un chez-soi et d'un ailleurs, qui est fait d'un univers connu et d'un univers moins connu, qui est fait de la distance entre le proche et le lointain. Et c'est cela qui fait le monde humain, la distance entre le proche et le lointain. Il faut qu'il reste du lointain, et il faut qu'il y ait du proche. Et il faut, pour que le voyage ait un sens, qu'il nous permette d'aller au contact du lointain. Mais il faut aussi précisément que ce lointain se distingue de notre univers familier. Le propre du monde que nous connaissons, c'est que c'est un monde d'uniformisation, d'indifférenciation. Et c'est le drame de la mondialisation que, à la faveur du flux et du mouvement perpétuel, elle a contribué à l'indifférenciation du monde, à l'uniformisation du monde. J'ai eu la chance de me rendre avec Gilles Baillan de la Tour il y a quelques semaines en Grèce. C'était pour moi la première fois que je voyageais en Grèce, ce qui évidemment, quand on a fait de la philosophie, constitue une sorte de pèlerinage initiatique. C'était un moment très, très émouvant. Mais j'ai été très frappé en arrivant en Grèce de me rendre compte que si je n'avais pas su dans quel aéroport j'arrivais, pendant plusieurs longues demi-heures, j'aurais été incapable de dire le pays dans lequel j'étais. Le propre de la mondialisation, c'est qu'elle a uniformisé les paysages, qu'elle a rendu indifférents les lieux, et qu'elle nous rend de ce fait même le voyage presque impossible. Quand vous arrivez, et nous sommes les premiers comme élus locaux à le regretter profondément, et avec François de Mazières, le maire de Versailles, avec lequel j'ai la chance de travailler, nous avons fait, François de Mazières en particulier, à lutter avec toute son énergie pour batailler contre cela. Mais quand vous arrivez aujourd'hui à la gare de Versailles-Rive-Gauche, qui s'appelle maintenant la gare de Versailles-Château, en guise de château, vous tombez sur un Starbucks, un McDonald's et un KFC.
Au fond, le monde du flux, le monde du mouvement, le monde du voyage, le monde de la mobilité perpétuelle a contribué à rendre le voyage impossible. Pour que le voyage soit possible encore, faut-il qu'il y ait un ailleurs. Et j'ai toujours été très marqué par cet épisode merveilleux qui est le voyage en Grèce que fait Martin Heidegger. Heidegger était un grand penseur de cette distinction nécessaire entre le proche et le lointain. Pour Heidegger, le monde humain s'organise en contrées, c'est-à-dire en lieux qui ont chacun et qui évoquent chacun un univers familier, un univers de sons, de sens, de spiritualité, un univers de culture, bref, un monde habité. Et nous n'avons pas la même manière d'habiter le monde, et il faut qu'il en soit ainsi pour que notre humanité s'enrichisse de toutes les singularités et de toutes les différences. Nous le savons bien, notre propre pays est organisé en contrées, et ça n'est pas la même chose qu'une demeure familiale à Longwy ou bien dans le sud de la France. Ça n'est pas la même chose que le patrimoine de telle ou telle région de France ou de telle ou telle région d'un autre pays d'Europe. Heidegger, donc, qui pense le monde à partir de cette distance entre le proche et le lointain, Heidegger qui était terrifié par la conquête spatiale en disant que le jour où la Lune aurait été conquise, elle ne serait plus vraiment la Lune, mais juste une annexe de nos déplacements terrestres. Heidegger qui pensait qu'il fallait qu'il y ait, pour que le monde soit habité, quelque chose de familier et quelque chose de mystérieux, se voit offrir par son épouse, pour leur anniversaire de mariage, un voyage en Grèce. Jusque-là, rien que de très banal. Mais comme c'est Heidegger, rien n'est totalement banal, et donc il met 10 ans à accepter le cadeau. Au bout de 10 ans, il consent à partir en Grèce, et ils vont faire une croisière avec un couple d'amis qui les conduit jusqu'à la Grèce. Et là, au bout de 10 ans d'attente quand même, et d'une semaine de traversée, au moment de débarquer en Grèce, d'un seul coup, crise absolue, Martin Heidegger refuse de descendre. Toute sa vie, il avait médité sur la Grèce. Toute sa vie, il avait travaillé sur la philosophie grecque. Mais au seuil de cette découverte, Heidegger se dit « Quelle catastrophe, il faut que la Grèce reste un mystère pour moi ». Et il y a quelque chose dans le sens de la demeure qui suppose précisément que tout ne soit pas aplani, que tout ne soit pas indifférent, que quelque chose de singulier puisse rester comme la condition d'un monde qui soit vraiment humain. Le jour, nous dit Heidegger, le jour où le monde ressemblera à un espace géométrique neutre et indifférencié, dans lequel nous serons des atomes qui se déplacent de façon totalement abstraite, le jour où le monde sera pour nous purement numérisé, c'est-à-dire de l'ordre de l'interchangeable que le nombre représente, et où il ne sera plus possible de dire la singularité d'un lieu, ce jour-là, le monde sera devenu inhumain et nous ne pourrons plus l'habiter. Et il me semble qu'il y a effectivement quelque chose de parfois inhumain dans nos politiques du logement qui ont tendu à cette indifférenciation au gré d'une forme de mathématisation des politiques publiques. Répondons aux besoins, organisons rationnellement la réponse à une forme d'urgence. Mais sachons regarder plus loin et sachons reconnaître que le besoin fondamental de l'âme humaine, c'est le besoin d'enracinement, c'est-à-dire le besoin de se reconnaître d'un lieu particulier, d'un lieu singulier, et le besoin que le monde s'organise autour de la pluralité de ces contrées qui font la diversité des lieux et qui font que l'espace humain n'est pas pour nous totalement indifférencié, que l'espace ne ressemble pas dans notre manière d'habiter à ce que la géométrie nous décrit dans son abstraction scientifique. C'est un mystère étonnant que le monde n'est pas pour nous assimilable à un espace géométrique. Mais pour que le monde soit monde, il faut qu'il ne soit pas assimilable à un espace géométrique. Et pour que le monde soit monde, il faut qu'il soit habité par des demeures, et par des demeures historiques, c'est-à-dire par des points de repère, par des lieux qui fixent la singularité de ce monde et qui nous permettent de nous identifier, de nous reconnaître proches ou lointains, de nous reconnaître chez nous ou d'aller voyager vers l'ailleurs. Il faut que le monde ne se réduise pas à une forme d'indifférenciation. Et qu'est-ce qui empêche le monde de devenir indifférencié ? Sinon, le caractère singulier de ces manières d'habiter le monde dont témoigne la demeure. La demeure est ce par quoi nous sommes liés, attachés à un espace particulier qui prend pour nous une signification singulière. La demeure est habitée et elle est ce par quoi le monde peut être habité. C'est ce dont témoigne précisément Saint-Exupéry que vous évoquiez tout à l'heure, et votre citation me fait penser à ce texte magnifique qui est la lettre Generalix sur laquelle j'ai ouvert ce livre de demeure. Dans la lettre Generalix, Saint-Exupéry réfléchit sur ce qu'il y a de désert de l'homme dans le monde que nous construisons. Désert de l'homme. Pourquoi un tel désert de l'homme ? Eh bien précisément parce que nous ne savons plus d'où nous sommes. Et il réfléchit en constatant, il est à l'époque en 1943 dans un camp américain,
qu'il a rejoint volontairement pour pouvoir participer, malgré son âge avancé, à la lutte contre l'Allemagne nazie. Saint-Exupéry, dans ce camp américain, regarde tous les jeunes pilotes qui sont autour de lui, tous les jeunes mécaniciens, tous les jeunes militaires qui l'entourent, et il s'étonne de ces jeunes qui ont traversé les mers et qui pourtant ne connaissent pas la nostalgie. C'est, je le cite, « c'est la réponse terrible de cette plaisanterie. Tu vas partir loin? Loin d'où ? Aujourd'hui, ils ne savent tellement pas d'où ils viennent que le lieu qu'ils ont quitté n'était plus qu'un vaste faisceau d'habitude. Dans ce monde de divorce, on divorce avec la même facilité d'avec les lieux et d'avec les choses. Tout est interchangeable, le frigidaire et la femme et la maison. À quoi pourrait-on encore être infidèle ? Loin d'où et infidèle à quoi ? Désert de l'homme. Ce sont les mots de Saint-Exupéry dans la lettre Généralix. À quoi pourrait-on être infidèle ? Le « où » qu'ils ont quitté n'était plus qu'un vaste faisceau d'habitude. Tu vas loin, loin d'où ? Eh bien, il y a là le désert de l'homme. Loin d'où ? C'est-à-dire, au fond, nous ne pouvons même plus aller loin puisque nous n'avons plus de « où » qui constitue le point de départ pour donner sens à nos odyssées. Nous n'avons plus de points fixes qui viennent constituer la différence entre le proche et le lointain, entre le familier et l'inconnu. Et il y a là quelque chose qui fait précisément le caractère inhumain du monde que nous construisons s'il n'est plus habité par une demeure particulière. La civilisation, écrit encore Saint-Exupéry dans cette même lettre, la civilisation est un bien invisible puisqu'elle est ce qui lie les choses les unes entre elles. Elle est le lien invisible entre les choses. Les choses, je m'en fous, dit Saint-Ex, qui subsisteront. Ce qui vaut, c'est un certain arrangement des choses. C'est Handel, mais c'est aussi la maison, et c'est aussi le déjeuner à l'ombre d'un platane dans la ferme provençale. La civilisation est un trésor invisible, puisqu'elle est l'occasion de ce lien invisible entre les choses. Les choses ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le lien entre les choses. Ce qui compte, c'est le lien entre les êtres. Et ce qui compte, c'est le lien que les êtres nouent avec les choses. Et c'est ce lien-là qu'on appelle précisément la demeure. C'est ce lien si mystérieux qui fait qu'une demeure est précisément un lien. Qu'est-ce qu'il y a de si magnifique dans la demeure ? C'est qu'elle nous fait rentrer, et je passe maintenant de la dimension de l'espace à la dimension du temps, elle nous fait rentrer dans l'ordonnancement des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une demeure ? C'est quelque chose qui échappe, là encore, à la raison calculatrice, qui échappe à la raison mathématique. La demeure est plus qu'une somme de pierres, une juxtaposition de fenêtres et une addition de tuiles. La demeure est plus que la somme des matériaux qui la composent. L'amour de la maison, dit encore Saint-Ex, l'amour de la maison commence là où un être un est conçu au-delà des matériaux qui le composent. Une maison est plus qu'une addition de pierres. Et la demeure historique, la demeure familiale est beaucoup plus que l'addition des pierres qui la composent. Si vous êtes rationaliste, si vous êtes positiviste, si vous la regardez avec la pure vision du technicien froid et abstrait, eh bien, vous pourrez penser que la demeure est déplaçable, recomposable, remodelable à l'infini. Vous pourrez faire, comme le font les magnats chinois, le projet de reconstruire le château de Versailles en Chine. Après tout, il est tout à fait possible, avec beaucoup d'argent, de reconstruire un château de Versailles bis à quelques milliers de kilomètres de là. Mais précisément, le château de Versailles est plus que la somme des pierres qui le constituent. Et n'importe quelle demeure familiale, la plus humble et la plus modeste, n'importe quelle ferme héritée et reconstruite par la génération qui vous a précédé, est plus que la somme des pierres qui la constituent. Et c'est ce que vous évoquiez si justement, Monsieur le Président, et qui est si mystérieux et si difficile à qualifier, c'est ce qu'on appelle l'esprit du lieu. Il y a quelque chose là-dedans qui échappe, évidemment, à la mathématisation, qui échappe au calcul, au comptage, à la comptabilité, mais qui, de toute évidence, fait la force de la demeure et qui est l'esprit du lieu. Une maison est plus que la somme des matériaux qui le composent. Et ce qu'il y a de plus dans la maison, dans la demeure familiale, dans la demeure historique, c'est précisément cette histoire. Comme il est étonnant que, précisément, en méditant, en cheminant sur les travées du sanctuaire d'Apollon à Delphes, comme il est étonnant qu'au milieu de ces quelques pierres qui restent, pourtant l'esprit souffle encore. Eh bien, dans n'importe laquelle de vos demeures, ce qu'il y a de plus important et ce qu'il faut sauver à travers chacune des pierres que vous tentez de maintenir debout les unes sur les autres, ce qu'il faut sauver de plus important, c'est l'esprit de la demeure.
c'est-à-dire ce qui fait que la demeure est habitée. Nous ne sommes pas faits d'atomes, nous ne sommes pas un amas de cellules, et dans notre manière d'habiter le monde, ceci se manifeste d'une manière étonnante. L'aspiration de notre conscience, l'aspiration de notre esprit, et disons-le sans aucune espèce d'acte de théologie, est simplement caractérisée par notre désir de trouver un sens dans ce monde, par notre inscription dans l'espace et notre inscription dans le temps, et dans un temps qui demeure, dans un temps continu, qui fait la force des lieux. En plein milieu de cette guerre mondiale, face au nazisme, guerre dans laquelle il donnera sa vie, Saint-Exupéry, qui n'était pas un pilote très ordinaire et qui a donné des sueurs froides de façon très répétée à la tour de contrôle de la base de la Marsa sur laquelle il était situé, Saint-Exupéry décide, par une espèce d'impulsion complètement absurde à certains égards, mais pourtant tellement sensée, de faire un détour par les côtes du sud de la France pour aller voir si sa maison de famille à Aguet, si la maison de famille est encore debout ou si elle a été détruite par un bombardement allemand. Il risque sa vie pour aller voir si la maison de famille tient encore. Et il y a là quelque chose qui me paraît infiniment émouvant, c'est-à-dire cet attachement à la demeure qui est l'attachement à tant de souvenirs, l'attachement à une continuité historique, à tant de moments vécus, tant d'expériences traversées, l'attachement à tout ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui et qui habite encore un lieu. Une demeure n'est pas qu'un certain nombre de mètres carrés juxtaposés les uns aux autres. C'est une histoire tout entière. C'est notre propre histoire singulière. Et dans n'importe quelle demeure, nous savons bien que chaque pièce, que chaque coin de chaque pièce, que chaque endroit de chaque étage est habité de tant de mémoires, de tant de souvenirs, habité de tant de passages de personnes qui nous ont précédés, qui peut-être aujourd'hui ne sont plus, mais qui pourtant sont encore présentes mystérieusement dans ce lieu. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, la demeure est, au-delà même de tous les souvenirs conscients que nous pouvons avoir, le signe de ce qui demeure et de ce dont nous avons tellement besoin pour être ce que nous sommes et pour nous tourner dans le présent vers l'avenir. C'est ce qui se vit dans n'importe quelle relation. Au fond, cette formule que vous évoquiez tout à l'heure, on ne se crée pas de vieille maison de famille, on ne la construit pas. Évidemment, si Aguet a été détruite, si votre demeure brûle, ou si jamais elle s'effondre, vous pourrez toujours vous reloger, bien sûr. Mais la vieille maison de famille, et ce qu'il faut de temps pour que la demeure surgisse, pour que le logement devienne une demeure, cela précisément suppose une certaine épaisseur de temps, une certaine densité de temps. Et cela ne se remplace pas. Cela ne se remplace pas. Si Aguet a été détruite, quelque chose d'irremplaçable disparaît avec Aguet, pour Saint-Exupéry. Et ceci rejoint la méditation de Saint-Ex, cette fois-ci dans Terre des Hommes, quand il réfléchit sur ce qui se joue pour lui dans la mort de Mermoz. Quand, d'un seul coup, l'avion de Mermoz ne répond plus et qu'au fil des heures, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, il ne reviendra plus. Que Mermoz s'est abîmé quelque part, que son avion est tombé et que le vieux camarade est mort. On ne se refait pas de vieux camarades. On ne remplace pas un vieil ami perdu. Tout le temps qui a fait l'amitié, qui nous a liés, toutes les brouilles, toutes les expériences, toutes les incompréhensions, toutes les joies partagées, cela ne se remplace pas. Eh bien, il me semble qu'il en va exactement de même avec tout ce qui a du sens pour nous, tout ce qui a de la consistance pour nous, tout ce qui fait la condition de notre vie dans le monde et la demeure, évidemment, et la condition temporelle de notre présence au monde, de notre présence au présent et de notre présence à l'avenir. Qu'est-ce qui peut donner un sens à nos projets? Qu'est-ce qui peut donner un sens à nos désirs? Qu'est-ce qui donne un sens à notre mouvement vers demain, sinon notre inscription dans ce temps qui dure? Sinon notre relation avec cette continuité qui demeure pour pouvoir fonder en nous l'énergie et la liberté qui ont besoin de se relier à quelque chose comme un point fixe, comme un point de repère. Et ces points de repère ne se remplacent pas à l'envi. Ils ne se changent pas, ils ne sont pas plastiques, ils ne se modifient pas au gré de nos transformation. Il nous faut habiter le monde pour pouvoir y trouver le lieu de nos aventures, et habiter le monde suppose un rapport à l'espace et suppose ce rapport au temps long. Et enfin, ce qui se joue dans la demeure, c'est que ce rapport au temps long est précisément l'occasion pour nous de manifester que ce droit fondamental de l'âme humaine, ce droit à l'enracinement, se caractérise et s'exprime dans notre manière de construire les demeures que nous formons. Au fond,
Depuis tout à l'heure, nous tournons autour de quelque chose qui pourrait nous faire paraître pour des anachronismes vivants. Dans un monde marqué par l'omniprésence du calcul, dans le monde de la numérisation, dans le monde où dominent les chiffres, dans le monde où la politique elle-même s'est donnée pour seul horizon le fait d'améliorer le taux de croissance et le taux d'emploi, horizons qui ne sont pas négligeables mais qui sont devenus exclusifs et qui font que tout devrait converger à la fin dans une statistique, dans ce monde-là, la demeure dit quelque chose qui ne peut pas être calculé. Et ceci n'est pas nouveau, bien sûr. Lorsque notre lointain ancêtre habite la grotte de Lascaux, il ne cherche pas seulement à se mettre à l'abri des intempéries ou à se protéger des potentiels prédateurs. Lorsque notre lointain ancêtre habite la grotte de Lascaux, il y peint des fresques. Et ces fresques ont ceci de particulier qu'elles ne servent absolument à rien. D'un pur point de vue utilitaire, peindre un mammouth n'a jamais nourri personne. D'un pur point de vue utilitaire, la fresque de Lascaux caractérise une sorte d'aberration de cet homme préhistorique dont on peut imaginer la précarité extrême des conditions d'existence. Mais dans cette précarité même, notre lointain ancêtre de Lascaux témoigne de son humanité en peignant la fresque du lieu dans lequel il habite. Merci infiniment. Au fond, la différence entre notre condition physique, organique et notre humanité accomplie, c'est précisément celle qui se traduit par la distance de cette gratuité absolue, la gratuité de la beauté. Et c'est par la gratuité de la beauté que nous témoignons à la fois de ce lieu familier qui détermine notre rapport à l'espace qui nous entoure et de cette durée dans laquelle nous nous inscrivons et qui fait précisément la singularité de notre rapport au temps. Cette gratuité de l'effort vers la beauté, de l'effort vers ce qui, littéralement, ne sert à rien, ne répond à aucun besoin primaire de nos corps, cette gratuité absolue est pourtant ce qu'il y a de plus nécessaire à l'homme. On pourra vous dire, à raison, qu'entretenir des demeures historiques ne sert absolument à rien dans le monde dans lequel nous vivons, que s'il est question de reloger un maximum de personnes, il vaut mieux faire des grandes barques que construire des demeures historiques où il y a tant de places perdues, tant de commodités mal arrangées, tant de vétustés qui ne sont pas du tout ajustées au confort requis par les rationalités modernes. Et on aura bien raison. Et il y a pourtant dans n'importe laquelle de vos demeures quelque chose qui fait que l'homme est humain, quelque chose comme cette espèce de superflu, cette gratuité, cette inutilité absolue, qui est la condition même de l'humanité de l'homme, le signe de l'humanité de l'homme. Cet attachement à la beauté, qui n'est pas nécessairement le fait d'une forme de prospérité ou qui n'est pas le luxe inutile que se donne celui qui a déjà tout satisfait de ses besoins fondamentaux. Encore une fois, l'homme de Lascaux, nous ne pouvons pas présumer qu'il vivait dans le confort absolu. Il vivait au contraire dans la plus grande des précarités. Et pourtant, dans la plus grande des précarités matérielles, il savait consacrer ce qu'il fallait d'effort, ce qu'il fallait d'attention, ce qu'il fallait d'engagement à cette humanisation de ces conditions d'habitat qui s'appelle la beauté. Et je suis souvent très frappé, si vous voulez, si ce livre est né d'une expérience ou d'une pluralité d'expériences. L'une d'entre elles est, de toute évidence, le fait de circuler beaucoup plus que je ne le voudrais pour aller rencontrer des publics variés. Et donc, je prends très souvent le train, comme sans doute beaucoup d'entre vous. Et traverser la France en train, c'est toujours pour moi une occasion d'étonnement. Vous voyez autour de vous, comme je le vois dans notre région de Loire-Atlantique, tout près de l'endroit où ma famille a ses racines, nous voyons autour de nous de magnifiques fermes du XVIIe, du XVIIIe siècle qui sont en train de s'écrouler, et juste à côté de petites maisons qui poussent comme des champignons avec tout le confort moderne. Ces fermes ont été construites par des gens qui n'étaient pas aussi riches que nous le sommes aujourd'hui, ni individuellement, ni collectivement. Beaucoup d'entre elles, je pense à la Bosonnière, une petite longère de Loire-Atlantique que je connais bien car elle est tout au bout du chemin, au bout duquel se trouve notre demeure familiale, eh bien c'est tout à fait symptomatique. La Bosonnière, c'est cette vieille ferme de plein pied,
avait un sol en terre battue, elle n'avait évidemment pas le chauffage ni l'eau courante, mais chaque fenêtre est une sorte de miracle de grâce et d'élégance, avec le contournement, l'encorbellement de chaque pierre, chaque relief du toit, à ce site d'incroyablement poétique que l'on sent l'attachement à la beauté, à la grâce, malgré une forme d'extrême précarité, sans aucun doute, de ceux qui l'ont construite et des conditions dans lesquelles vivaient ceux qui pouvaient y habiter. Nous ne voulons plus d'ailleurs de cette précarité. Nous construisons des petites maisons avec le chauffage central, avec l'électricité, avec tout le confort requis pour pouvoir vivre aujourd'hui, mais des petites maisons qui sont toutes indifférentes et sans âme et qui se ressemblent toutes d'ailleurs, et qui finissent par faire en sorte que notre monde de prospérité, que notre monde, que ce rêve de réussite que constitue le fait d'être propriétaire de sa petite maison à soi, ce rêve finit par aboutir à l'indifférenciation et l'uniformisation d'une stratégie de logement qui ne répond vraiment pas aux besoins d'habiter de l'homme. Il y a un film soviétique de Evgeny Ryazanov qui décrivait exactement cette situation étrange. C'est l'histoire du personnage principal qui s'endort un soir à la fin d'une soirée trop arrosée à la vodka avec quelques amis. Il s'endort dans son appartement et ses amis décident de lui jouer un tour et ils le mettent dans un avion. Et l'avion change de ville et le déplace dans un autre endroit. Et on l'installe dans cette autre ville, dans un appartement exactement identique. Car dans l'Union soviétique, la planification de la politique du logement faisait que tous les appartements étaient exactement identiques les uns aux autres. Et ce garçon rentre chez lui et évidemment, il trouve les mêmes rues, agencées de la même façon, avec les mêmes numéros. Et la même clé ouvre la même porte à la même étage du même appartement et il rentre dans un appartement qui est identique au sien, dans lequel se trouve une jeune fille et c'est le début de l'histoire. Mais il y a toute une ironie incroyable dans le fait que cette indifférenciation est une forme de mépris, de violence causée à ce besoin de l'âme humaine qui est un besoin d'habiter un lieu singulier. Et qu'est-ce qui rend singulier les lieux que nous habitons, sinon cette expression d'un désir de gratuité, une forme de beauté, le souhait d'un ornement, d'une décoration, quelque chose de superflu qui ne répond pas à un besoin, car nos besoins sont identiques, mais qui répond à un désir, qui répond à cette élévation, à ce désir d'élévation vers ce qui est beau, vers ce qui ne sert à rien, mais qui pourtant est nécessaire pour que nous puissions témoigner de ce que nous sommes humains dans notre manière d'habiter. Alors oui, bien sûr, la demeure est évidemment un signe de contradiction dans ce monde que nous connaissons, dans ce monde de mouvement, dans ce monde d'innovation, dans ce monde de calcul et de chiffres, dans ce monde de circulation indifférenciée, dans ce monde qui voudrait précisément s'ouvrir à une sorte d'indifférenciation. La demeure historique est un signe de contradiction. Dans ce monde préoccupé du calcul et de l'intérêt, évidemment, entretenir une demeure vous suffit à vous placer peut-être parfois, en avez-vous le sentiment, au rang des marginaux, de ceux qui se mettent à l'écart du mouvement perpétuel auquel on voudrait les enjoindre. Suffit en tous les cas à vous ranger dans les marges de cet univers et peut-être, et sans doute certainement, vous arrive-t-il d'en souffrir ou de trouver cela pesant. Mais je voulais simplement vous redire, comme je l'avais fait il y a 2 ans, mais il faudrait le redire plus souvent encore, vous redire à quel point le travail que vous faites est pourtant essentiel pour sauver la possibilité même de notre avenir commun. Nous le voyons bien aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en jeu. À travers la crise que notre pays traverse, il y a une difficulté de se reconnaître encore un lien commun. Ce qui est en jeu directement, c'est précisément ce lien invisible qui noue les êtres entre eux, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on appelle une civilisation. Et dans le sentiment que la civilité même se perd dans le débat démocratique, c'est la capacité de notre civilisation à continuer de nous réunir qui se montre fragilisée et que nous sentons en danger. Eh bien, dans ce monde tel qu'il se dessine, il me semble que nous avons plus besoin que jamais de garder des points de repère, que nous avons plus besoin que jamais de retrouver nos racines, de pouvoir les retrouver non pas d'une manière abstraite et théorique, non pas d'une manière proclamatoire et schématique, mais de les retrouver de façon concrète, visible, de les retrouver d'une façon palpable et incarnée. Et ces points de repère qui nous relient ne sont pas des grandes valeurs abstraites, ce sont des lieux, des ambiances, des atmosphères, ce sont des sonorités, c'est une certaine langue et une certaine manière de dire le monde qui nous entoure,
Ce sont des noms communs, mais aussi des noms propres. C'est tout ce qui fait le monde dans lequel nous habitons et tout ce qui fait que notre monde est vraiment notre monde et que nous sommes siens parce que nous sommes nés de lui. Et de ce point de vue-là, bien sûr, rien ne nous est plus nécessaire que de pouvoir retrouver le sens de ce qui demeure pour pouvoir nous unir. Encore une fois, la demeure n'est pas le synonyme d'une forme d'immobilité, de passivité. Et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir au contraire ce qu'il faut d'imagination, d'effort et de créativité pour faire que la demeure demeure. Si ce mot me paraissait si magnifique, c'est parce que précisément, ce que je voulais dire dans ce livre, ça n'était pas un éloge de l'immobilité. Être immobile, c'est une manière d'être inhumain. Être immobile, c'est une des façons d'être mort. La demeure n'est pas immobile, elle n'est pas inerte. Elle ne ressemble pas du tout à l'immobilité statique de ce qui n'est plus vivant. Au contraire, la demeure est demeure en tant qu'elle est vivante et en tant qu'elle est demeure, elle est même condition de la vie. Et en écrivant ce livre, je pensais à vous tous qui savez mieux que personne tout ce qu'il faut d'effort et d'énergie, tout ce qu'il faut de vie pour que la demeure puisse perdurer, pour transmettre une demeure vivante. Tout ce qu'il a fallu d'effort et d'énergie pour que la demeure parvienne jusqu'à vous. Et tout cela est un appel et une exigence et une responsabilité et une projection vers l'avenir. C'est de cette projection vers l'avenir que nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est de ne pas connaître notre demeure que notre pays crève maintenant, parce que nous ne savons plus pourquoi continuer, nous ne savons plus vers où aller, nous ne savons plus qui nous sommes et ce qui nous lie profondément. Il s'agissait pour moi de faire, non pas l'éloge de l'immobilité, mais l'éloge de la demeure, en tant que la demeure est une activité. Non pas l'absence de mouvement comme l'immobilité, non pas la privation de l'énergie, mais au contraire, un acte, un travail, un choix, un effort. Et ce qui donne sens à tout effort, et ce qui donne sens à tout acte. Je vais terminer ce livre par l'évocation d'une figure qui me touche particulièrement, qui est de nouveau une figure de la Grèce antique, Ulysse. Ulysse est un héros, bien sûr. Ulysse n'est pas un homme passif, immobile ou inerte. C'est un héros, à tel point d'ailleurs que le mot même d'Odyssée vient du nom d'Ulysse. Ulysse est celui qui peut nous redonner le sens de l'Odyssée, le sens de l'aventure, le sens de l'inventivité. Et Homère le décrit comme ce mécanos, cet homme aux 1000 tours, aux 1000 ruses, qui a toujours une manière nouvelle de s'en sortir. Pendant 10 ans, Ulysse navigue dans cet univers mobile, mais pendant 10 ans, dans cet univers mobile, Ulysse a une seule et unique préoccupation qui est de retrouver sa demeure, de retrouver Ithaque. Sur l'île de Calypso, rendez-vous compte, il est tenu en otage par une nymphe. Elle est splendidement belle, elle est immortelle, elle voudrait l'épouser. Et Calypso ne comprend pas, vraiment, elle ne comprend pas. Du pur point de vue de la rationalité mathématique et calculatoire, vous avez l'occasion de quitter le monde des mortels, vous avez l'occasion d'épouser une nymphe, vous avez l'occasion de toucher à une sorte de perfection absolue. À nous aussi, le monde contemporain nous promet peut-être un jour de vaincre les limites de notre condition humaine, de sortir de cette espèce de demeure branlante dans laquelle nous avons l'impression d'être toujours trop à l'étroit, de pouvoir nous aussi atteindre une forme de perfection, de cette perfection absolue que le monde du numérique semble devoir caractériser, d'une forme de toute puissance, défaite de toute attache et de toute pesanteur terrestre. Et Calypso promet à Ulysse de pouvoir atteindre cette espèce de perfection absolue. Mais Ulysse ne veut pas de la perfection absolue. Il veut retrouver sa demeure. Et dès lors que Zeus l'a libéré, il quitte Calypso, il reconstruit son radeau et il retourne vers Ithaque. Le grand écrivain Blondin s'était prêté à l'exercice difficile qui consiste à résumer les grands chefs-d'œuvre de l'humanité en une phrase. Comment résumer l'Odyssée en une phrase ? C'est très difficile, bien sûr. C'est l'un des plus grands poèmes que nous connaissions, un poème immense, de dizaines de milliers de vers. Et Blondin s'est prêté à l'exercice en résumant l'Odyssée, ce poème de dizaines de milliers de vers, en une phrase, et la voici : « Ma femme m'attend ». Eh bien, il me semble que la demeure habitée est précisément ce qui nous attend et ce que nous attendons avec le plus de soucis, avec le plus de nostalgie. D'une nostalgie qui n'est pas inféconde, au contraire. Ulysse est un héros de la nostalgie et peut-être devons-nous redevenir nous aussi des héros de la nostalgie, non pas au sens où elle nous tournerait vers le passé, mais au sens où l'attachement à ce qui demeure est ce qui peut nous projeter dans l'avenir et nous faire vivre les aventures qui nous attendent pour demain.
À la fin de l'Odyssée, Ulysse retourne chez lui, il retrouve Ithaque, il est reconnu des siens, et c'est ce qui me paraît le plus incroyablement émouvant dans ce moment de la reconnaissance. Le défi est difficile parce qu'il est parti il y a 20 ans. Et de fait, sa femme, qui est la dernière personne à laquelle il va se présenter, sa femme ne veut pas croire que ce soit Ulysse qui revient. Pénélope l'a attendu si longtemps. Pendant si longtemps, la fidèle Pénélope a tissé et défait la toile pour écarter les prétendants qui menaçaient de prendre la place de son mari. Et elle se demande si cet homme qui dit être Ulysse n'est pas l'un de ces prétendants plus malins que les autres qui se serait déguisé en son mari pour pouvoir enfin réussir ce que les autres n'ont pas pu faire. Alors, elle se garde bien de toute explosion de joie. Ce qui même irrite Télémaque. « Ton cœur est trop dur, mère, ton cœur est trop dur. » Mais Ulysse comprend très bien. Il est normal que ta mère ait besoin de temps. Peut-être est-il content déjà de ne pas se faire engueuler, parce que revenir après 20 ans, c'est quand même pas évident. Et donc il comprend que Pénélope ait besoin d'un peu de patience pour pouvoir retrouver son mari. Et il dit tout simplement, maintenant je vais prendre un bain et je vais me reposer. Alors Pénélope lui dit, écoute-moi bien Ulysse, ta chambre a changé d'endroit, tu n'es plus dans la même pièce. Et c'est la première fois, non pas seulement de l'Odyssée, mais de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est la première fois en 20 ans qu'Ulysse se met en colère. Ulysse est totalement perdu. Et il semble décontenancé, totalement désarçonné. Et il se met en colère et il dit « Femme, as-tu bien dit ce mot qui me déchire? Qui donc a déplacé mon lit ?» Pourquoi Ulysse se met-il en colère? Parce que Ulysse sait ce que seule Pénélope sait comme lui, le mystère de sa demeure. C'est qu'il a construit sa chambre nuptiale autour de son lit autour d'un olivier millénaire, et qu'il a construit la maison tout entière autour de la chambre nuptiale. Et que par conséquent, le monde entier pour Ulysse est concentré autour de cet olivier millénaire, autour duquel il a bâti son lit. Nous avons besoin de la demeure et de ce qui demeure pour pouvoir organiser le monde dans lequel nous sommes. Et pour la première fois, Ulysse semble désarçonné parce que ce monde qui était le sien vient de perdre son centre. Depuis 20 ans, il se battait pour pouvoir retourner chez lui. Depuis 20 ans, il se battait pour retrouver ce centre du monde qui était sa demeure familière. Et voilà qu'on lui dit d'un seul coup que quelqu'un a coupé l'olivier autour duquel sa maison était construite. Et Ulysse se met en colère. Qui donc a déplacé mon lit ? Mais en réalité, Ulysse a simplement, l'homme aux 1000 ruses, trouvé quelqu'un de plus rusé que lui. Et c'était sa femme. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et Pénélope faisait cela seulement pour pouvoir vérifier que c'était bien d'Ulysse qu'il s'agissait. Parce que seul Ulysse et elle savaient cette histoire du lit construit autour de l'olivier et de la chambre autour du lit et de la maison autour de la chambre conjugale. Et donc Pénélope rassure son mari et lui dit « Ne t'inquiète pas, ton lit est toujours là, ton lit t'attend, il nous attend, et tous deux vont se coucher ensemble et il fallut que l'aurore retint les chevaux du soleil pour qu'ils puissent goûter ensemble plus longtemps la douceur du retour. Bonheur de naufragés reprenant pied sur la terre ferme. » C'est par ces mots qu'Homère conclut l'Odyssée. Bonheur de naufragés reprenant pied sur la terre ferme. Au fond, nous avons tous besoin de savoir qu'au centre de notre monde, avec toutes les aventures que nous pouvons y vivre, se trouve cette demeure familière, se trouve ce lit autour duquel notre monde est construit, ce lieu de repos, ce lieu où nous serons en repos, ce lieu qui est notre monde familier et qui permet à notre monde de nous être familier et d'être pour nous humains. Et voilà sans doute ce que nous avons le plus besoin de retrouver et ce que nous pouvons retrouver grâce à vous dans chacune des demeures dont vous entretenez la vie pour que nous puissions rester vivants et rester pleinement humains. Bonheur de naufragés reprenant pied sur la terre ferme. C'est ce que je nous souhaite de meilleur pour notre avenir commun. Merci infiniment pour votre attention. Merci infiniment.